Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission du Gaming Lab de l'Université de Caen. On vous souhaite à tous une très bonne rentrée et on retrouve l'équipe habituelle. Donc, Nicolas Bonneau, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Florine. Jérôme Legré-Pagès, Bonjour Florine, bonjour à toutes et tous. Damien Leroy Bonjour Florine, bonjour tout le monde. et Benoît Hélène. Bonjour. Voilà, donc pour commencer l'année, on se retrouve tous les 5 à table et on a en régie donc Arthur Gatté et Lucie Tamboise qui sont là pour répondre à vos questions et prendre toutes vos remarques, donc n'hésitez pas à nous les poser. Alors on vous a prévu donc un petit épisode pour bien commencer l'année 2024. Donc on va commencer par une revue des jeux testés pendant les vacances, toujours dans un souci d'acculturation au jeu. Et puis ensuite, on va se concentrer sur un des gros projets du Gaming Lab, donc le jeu gestion de crise, dont tu nous parleras notamment, Nicolas. Et puis, on va ensuite se faire un petit état des lieux des actions du Gaming Lab en 2023 et à venir en 2024. Et on finira avec une revue bibliographique de Jérôme sur deux lectures récentes liées à la ludopédagogie. Beau teasing. Merci. Alors, comme d'habitude, on continue le jeu dont vous commencez peut-être à avoir donc l'habitude, notre jeu inspiré du carabistouille et du nonsense. On rappelle le principe, chaque joueur va devoir placer un mot qui a été donc tiré aujourd'hui par Benoît. Vous, dans le public, devez découvrir ces mots. Nous devons aussi découvrir les mots que chacun doit placer au cours de l'émission. Et petite nouveauté pour 2024, on vous propose de gagner un magnifique produit du Gaming Lab. Donc, à gagner un t-shirt, comme Je crois que celui-ci. c'était. Non, on ne vend pas encore. On a- Voilà, bref. Et une tasse Gaming Lab. Donc, voilà, soyez le ou la première à trouver les mots que nous devons placer. Donc, on va commencer tout de suite par un petit retour de vacances. Est-ce que vous avez joué un peu C'est pendant les vrai. vacances? On est ravis. Oui, on a- Non, est-ce que vous avez testé des jeux, soit jeux de société, soit jeux vidéo, pendant les vacances, dont vous voudriez parler? Alors moi j'ai joué à Shogun no Katana. On avait déjà fait une ou deux parties au CEMU, mais qu'on n'avait pas forcément terminé ou enfin voilà, je voulais y rejouer et là j'ai juste un petit manuel historique avec moi. Donc Shogun no Katana, c'est un jeu de placement d'ouvriers. C'est un jeu où on va devoir faire des sabres. Nous sommes des forgerons. On ne dit pas ça, on ne dit pas forgeron du tout pour les gens qui. Stobakana, je crois qu'on dit. Peut-être. Non, D'ailleurs, non. dans ce livret, dans le livret historique, il y a certains mots employés. Donc, il y a tout un jargon. On est vraiment plongé dans le Japon. Et on a des contrats à remplir pour pouvoir faire des sabres. On a une forge dans laquelle on doit faire, on va dire, danser nos sabres. Au fur et à mesure, nos sabres vont avancer. On va avoir besoin d'un matériau pour pouvoir faire avancer notre sabre. Et il faut que les sabres avancent dans la forge sans s'entrechoquer. Et en même temps, il y a de la pose d'ouvrier. Et voilà, c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. Et ce qui est chouette dans ce jeu aussi, c'est qu'on a un manuel historique qui nous replonge sur voilà, l'époque quoi, Japon féodal. du Japon féodal. Et on a des mots, enfin voilà, on a l'acculturation vraiment. Avec tout ça, par exemple, on sait que il y a les daimyos qui sont les seigneurs qui vont nous faire des commandes de contrats. On sait que ces commandes sont payées en avance. Enfin, et voilà. Et après, ils parlent de la véracité de tout ce qu'ils disent, tout ça. Enfin, voilà. On a le shogun qui est l'équivalent du premier ministre de l'époque qui va nous demander de faire son shogun no katana, le katana ultime. C'est notre contrat ultime. Et voilà. En gros. Je ne sais pas si j'étais clair. Donc, enthousiaste en tous les cas pour ce jeu-là et je m'arrêterai ici. Ben, merci pour cette découverte, Benoît. Est-ce qu'on est sur un peu de la découverte historique? Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur un jeu de ce genre? Jérôme, je sens que t'as... Non, je suis un petit peu honteux parce que j'avoue que j'ai été monomaniaque pendant les vacances et j'ai enchaîné des parties et des parties de Magic the Gathering Arena. Voilà. Donc, qui n'est pas un nouveau jeu, qui n'est pas un jeu, parce que c'est un jeu de 93, là, qui est porté sur plateforme. Et dans le cadre d'un détournement de ce jeu-là, dont on aura l'occasion de reparler,
Je m'étais dit, tiens, je vais refaire une partie ou deux. À une époque, j'en ai fait pas mal. Et c'est le problème des gens qui peuvent parfois avoir des tendances compétitives, à se dire, il y a une échelle, un ladder, et puis c'est bien d'être bronze, c'est bien d'être or, mais il y a encore mieux. Et puis, voilà. Donc, j'ai passé pas mal de temps, je dois confesser, à cette pratique-là. Mais cela dit, c'est un jeu extraordinaire. C'est un jeu, voilà, la richesse des combinaisons qu'on peut avoir. Je crois qu'il y a 26 000 ou 27 000 cartes uniques qui existent. Donc c'est juste un jeu incroyable, de toute façon à connaître. Et une des grandes questions, c'est aussi, est-ce que ça influence un peu ta pratique de la ludopédagogie? J'espère pas. J'espère pas. Les joueurs de Magic sont pas réputés pour être les plus agréables. C'est un contexte très, très. On détruit vraiment la partie de l'autre, où on va essayer de contraindre l'autre. Enfin, on cherche à le faire perdre à tout prix, donc dans les règles du jeu, bien sûr. Mais sur cette dimension-là, il faut avoir, à mon avis, plein de pare-feu pour pouvoir l'utiliser dans un cadre pédagogique. Parce que c'est un jeu qui est vraiment très, très agonistique. Nicolas? Moi, j'ai pas joué du tout pendant les vacances. J'ai joué Et à bon retour Frosthaven, parmi nous. c'est tout. Voilà, j'ai pas testé de jeu. Jeux vidéo peut-être? On m'a offert le remake de Final Fantasy VII sur PlayStation 5, donc j'ai joué à ça. Ah, j'ai eu plein de vagues de nostalgie, mais pas fait de jeu particulièrement, et pas de jeu pédagogique non plus. Donc on reste sur une recommandation Frosthaven. Ah bah oui, Frosthaven, c'est la vie. Puis là, on avait une ambiance un peu Frosthaven. Oui, on avait beaucoup de neige, oui. On a encore beaucoup de neige d'ailleurs. Damien? Eh bien, j'ai pris le temps en fait de jouer à Turing Machine puisqu'on avait découvert, le jeu au Gaming Lab. J'ai eu l'occasion de faire une partie rapide, mais sans trop m'y attarder. Donc là, j'ai vraiment entamé la campagne entre guillemets, donc les 10 premiers niveaux et de fait, c'est bien de prendre le temps de faire ça et pas juste en découverte parce qu'on se rend compte de la façon dont je vais présenter le jeu d'abord, ça va être plus simple. On l'avait déjà présenté succinctement, si je me Pendant le trompe pas. premier Mais live avec Benoît. Ouais. ouais, c'est donc un jeu où l'objectif c'est de décrypter un code, en fait un code à 3 chiffres, et donc pour cela on a des clés de décryptage. C'est un jeu complètement analogique, euh, pas si inspiré de la machine de Turing, si ce n'est le côté décryptage de code. Euh, mais voilà, on a des clés de lecture, on doit faire des propositions, on vérifie le code en alignant en fait des matrices. Et donc, ce qui est très sympa sur les premiers niveaux, et j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre dans la suite des niveaux, c'est que quand on voit les différentes clés de décryptage positionnées sur le plateau, on a tout de suite une idée du code que l'on doit proposer en fait au départ, à vérifier, sinon on perd du temps en proposant un code aléatoire, à mon avis. Et je trouve que ça, c'est intéressant de réfléchir très vite à la bonne combinaison en ayant la vue d'ensemble et de faire des connexions logiques. Euh, voilà, pour être le meilleur dans le jeu, c'est proposer un code bon en moins de coups possible que son adversaire. Et ça te semble facilement transposable dans le cadre d'un enseignement? Bah, on a pris le temps d'en rediscuter. Ça nécessite, à mon avis, de bien jouer au jeu. C'est pour ça qu'on on accentue sur le volet d'acculturation au jeu. Il ne s'agit pas de comprendre la mécanique du jeu pour pouvoir le détourner. À mon avis, il faut le jouer et prendre le temps de comprendre la façon dont les cartes sont proposées et comment on pourrait le détourner, parce que justement cette partie où on voit les clés de décryptage et on pense à un code tout de suite qui semble logique, pour moi c'est là qu'il faut vraiment s'attarder à la création de cartes personnalisées dans le cadre d'un enseignement. Et donc il faut jouer, à mon avis, pas mal de parties pour bien comprendre comment on pourrait le détourner. Et je pense qu'il n'est pas évident à détourner euh, dans un premier temps. Peut-être le jouer tel quel plutôt et travailler sur la façon dont on le réutilise, mais pas tout de suite faire des cartes personnalisées avec des codes personnalisés. Je pense que c'est pas facile.
Et justement, on peut peut-être dire un mot sur la raison pour laquelle on s'intéresse aussi aux jeux qu'on a testés, on vous les présente, pourquoi ça a du sens dans le cadre de notre travail sur la ludopédagogie. L'un ou l'autre, peut-être, Ouais, Damien ou je Jérôme. peux commencer, tu peux Mhm. compléter, mais le, le fait de connaître une grande palette de jeux permet de faire du lien entre les mécaniques de jeu, les univers de jeu, le matériel, enfin tout un ensemble d'éléments qui font que lorsqu'on accompagne un enseignant ou une enseignante dans un processus, enfin dans un dispositif ludopédagogique, quel qu'il soit, euh, eh bien à mon avis, on est plus à même de cerner la demande et d'y répondre le mieux possible. Et donc, un enseignant ou une enseignante qui a une culture ludique ou vidéoludique la plus développée euh, est, à mon avis, plus à même aussi eh bien, d'alimenter le débat, la discussion sur le réemploi de concepts pédagogiques dans un jeu ou du détournement. Enfin, ça accélère tout le processus réflexif. Rapprochez peut-être un petit peu le micro, je crois qu'on a un Ouais. petit souci de son. Ouais, j'ai essayé de parler un peu plus fort, mais Oui, donc on voit à l'écran maintenant la petite nouveauté également, donc on voit vos questions. On voit que le live, une question sur le live sur LinkedIn. C'est moi qui l'ai posé en fait. C'est toi qui l'as posé, d'accord. C'est une façon de Voilà, on communiquer avec la dynamise régie. l'émission. Ok, donc oui, c'était bien, je pense, de prendre Ouais. aussi le temps de faire cette explication sur. oui, donc voilà, dans un but d'acculturation, on joue librement à des jeux déjà existants pour renforcer sa culture ludique et ensuite pouvoir eh bien, proposer des jeux existants sur conseil à des enseignants en disant bah, tiens, ça pourrait être pertinent de tester tel ou tel jeu parce que ça semble pertinent pour ton enseignement. Complètement. Mhm. Et puis, oui. Si vous voulez ajouter. Non. Il y a la question aussi du vocabulaire sur ce qu'est un tour, ce qu'est quand on parle de placement d'ouvriers, quand on parle voilà, de niveau. Enfin, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins évidentes de point d'expérience. Enfin, il y a des choses qui à un moment, doivent être. Je regarde mon mot. Qui doivent être placées dans une discussion pour pouvoir être compris, pour pouvoir aussi utiliser la bonne vernacularité. C'est trop beau ça. Et je rajouterais juste que, vu qu'on a aussi on crée des jeux nous-mêmes, c'est bien de jouer à des jeux pour créer des jeux. Enfin, ça aide aussi pour avoir des nouvelles idées, etc. S'inspirer. C'est important Connaître les de jouer à mécanismes. plein de jeux, ouais. Bah, c'est principalement aussi pour cette question pour cette raison qu'on se déplace sur des colloques, ça c'est une chose, mais également sur des salons de jeux. Je prépare une transition pour une autre partie de ce live, mais c'est vraiment, à mon avis, la raison principale. C'est qu'est-ce qui sort, c'est quoi la tendance, c'est quoi le nouveau matériel entre guillemets à la mode, pourquoi il est à la mode, pourquoi il plaît. Enfin voilà, pour toutes ces raisons, ça donne des idées et ça alimente le processus réflexif. Donc merci pour ce premier point. N'hésitez pas dans le live à nous dire si vous avez testé vous aussi des jeux pendant les vacances. On est preneur toujours de bons conseils. Et on va tout de suite passer à la suite. On avait envie de faire un retour sur un des gros projets de création de jeux du CEMU, du Gaming Lab, donc notamment avec toi Nicolas, sur le jeu donc gestion de crise. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu le contexte de ce jeu, à quelle commande il répond? Je pense que Damien va mieux. Et Passe décisive. voilà. Non, mais Passe à les Damien. contextes, tout ça, il maîtrise mieux que moi. Je contexte pas très bien, moi. Je contexte pas très bien. Eh bien, c'est un projet qui est né lors d'une game jam quand on était au campus de IF. Oui, merci. C'est un projet donc, qui est né lors d'une game jam, donc un atelier de création de jeux, et dans le cadre d'un accompagnement d'une enseignante. Si je me trompe pas, parce que quand on a commencé ce projet, je venais tout juste d'être Oui, c'est embauché, ça, donc ouais. il y a peut-être un contexte. Je me demande même si on n'était pas sur un atelier de formation au cours duquel il y avait une game jam et qu'il y avait eu ce projet qui avait émergé. Et on l'avait choisi pour. Et Oui, il on avait avait- été oui, choisi. On avait choisi la thématique de la game jam pour répondre à la demande d'accompagnement d'une enseignante. Ouais.
crois que c'est ça. dans le cadre d'un atelier enseigné dans le supérieur que l'on proposait au CMU. Complètement. Oui, c'est ça. Donc l'enseignante c'était Pauline, enfin c'est toujours Pauline Elle Lenestlé. était venue à la Game Jam. Et elle était venue à la Mhm. Game Jam justement parce que on se servait de cette thématique comme sujet de Game Jam. Donc l'idée c'est euh, de proposer à des étudiants de Master 2 Management des activités de santé en formation à distance qui ont la particularité d'être répartis sur plusieurs fuseaux horaires. Et donc l'idée c'est de leur proposer de vivre une crise décontextualisée. Donc nous on avait choisi à ce moment-là dans l'espace vivre une crise en ayant en amont. Faut pas dévoiler le scénario. Ouais. Dans le live, faut faire attention. Non, c'est vrai, c'est vrai. En ayant en amont eh bien, produit un manuel de gestion de crise. Donc anticiper les besoins. C'est vrai que du coup je fais très attention en anticipant les besoins justement liés à la crise. Donc bien planifier ses actions et surtout s'organiser en groupe à la gestion de cette future crise à venir. Et donc là, je peux peut-être te passer la balle sur la réalisation et surtout toutes les choix techniques qui ont été faits. Tu veux ajouter un truc? Peut-être. Donc C'est un oubli prévisionnel. La contrainte principale du jeu, c'est que c'est un jeu à distance et en fait la plupart des participants, les étudiants, ils sont dans plusieurs pays, donc il y a une contrainte. Donc c'est pas un jeu qui se joue en présentiel physique, c'est vraiment un jeu qui se joue en ligne complètement. Normalement, c'est un jeu en réseau, un jeu sérieux vidéo en réseau. Mais vu que le développement est assez long, là on est sur une version papier en ligne, mais pas du tout jeu sérieux. C'est plus un jeu de rôle / simulation, on va dire. En fait, donc les participants sont divisés en 4 groupes. Chaque groupe a ses propres forces et ses propres atouts, et ils vont devoir résoudre la crise ensemble. Le twist et le truc important, c'est que les groupes peuvent pas parler entre eux. En fait, ils sont tous, enfin par groupe, ils sont sur un truc en visio, donc ils peuvent se parler entre eux sur le truc en visio, mais ils peuvent pas parler aux autres groupes. Et ils sont obligés de passer par un groupe spécial. Je vais détailler. Pas de spoil. Ça on peut le dire, c'est un groupe spécial qui lui va dispatcher des informations en fait aux autres groupes pour coordonner les groupes en fait. C'est comme ça que ça se passe à Géjoncerie. Il y a toujours une espèce de centre de commandement, ou je sais pas comment on appelle ça, qui reçoit les informations de tout le monde et qui donne les ordres et dit voilà, bon, ça, il y a ça, machin, etc. Le scénario, le départ du scénario, c'est de la science-fiction. Ils sont en fait, ce sont des clusters, c'est un mot que j'ai appris pendant la pandémie, parce que ça marche aussi en informatique, ce sont des clusters d'intelligence artificielle qui en fait gèrent une station spatiale. Ça s'appelle Néocan. 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 Ouais, parce que, en fait, dans le scénario, la Terre n'est plus vivable et tous les humains sont dans l'espace et ils vivent dans des grandes stations spatiales. Normand, un jour, voilà. Est-ce qu'on des camembert Je pense qu'ils peuvent de synthèse, mais... Lyophilisé, mais il y en a. Et en fait, ces IA gèrent la station spatiale. Et il y a une crise où il se passe quelque chose de très très grave, dont on ne dévoile pas, mais ça peut être plein de choses. Si ça explose, il peut y avoir plein de trucs. Il n'y a plus de fromage. Il n'y a plus de fromage et, à la cantine, et ils doivent en fait se coordonner pour gérer le sauvetage de la station spatiale. En fait, ils doivent gérer la crise. C'est une épreuve, c'est un jeu qui se déroule sur 4 heures. On voit pas le temps passer parce qu'on a déjà fait une fois en mars dernier, on a déjà fait le jeu une fois déjà. Et en fait, pendant 4 heures, nous, on est autour d'une grande table. On a le plan de la station spatiale et on a des pions. Ça rejoint le jeu, c'est que nous, on manipule les ressources que eux ils ont, mais nous, c'est des pions qu'on déplace sur le plateau. Et il y a 2 maîtres du jeu, donc c'est Pauline, l'enseignante, et moi. Et nous, on regarde le plateau et en fonction des choix et du temps qui passe, on fait évoluer la situation dans la station spatiale, en fait.
on leur crée de nouveaux problèmes, on coupe le courant à certains endroits. Enfin, il y a toujours plein de trucs. C'est très drôle d'ailleurs parce que on les entend en fait. On a chacun, on est 4 à avoir chacun un groupe et on les entend discuter sur le groupe. Et quand il y a des cochonneries qui arrivent, on leur dit par chat et les réactions sont assez drôles. C'est un dispositif qui nécessite pas mal de monde parce que en fait on est à peu près 8 je crois. Parce qu'il y a 4 maîtres du jeu, maîtres de groupe. Il y a l'enseignante qui est là, qui gère parce que c'est elle qui maîtrise l'aspect gestion de crise. En fait, nous, on ne maîtrise pas la gestion de crise. Et il y a en plus des scribes derrière qui retranscrivent en fait les conversations, les choses importantes. Et c'est quoi ça alors? Ce qu'on a à l'image. Alors, ce qu'on a à l'image, c'est la station spatiale justement. Parce qu'on a fait tout un travail de réflexion sur la station spatiale, la concession de la station spatiale, et de l'interdépendabilité des systèmes de la station spatiale. Bon, c'est ton mot. Non, c'est pas mon mot. Et dans le jeu vidéo, c'est encore plus, parce qu'on développe encore le jeu vidéo, enfin le jeu sérieux, et c'est encore plus prenant dans le jeu sérieux, parce que dans le jeu sérieux, on peut vraiment tout connecter entre eux. Par exemple, si le réacteur principal s'éteint, bah, toute la station spatiale s'éteint. Dans le jeu vidéo, c'est ce qui se passe par exemple. Et nous, on doit le simuler en fait dans le jeu plateau, quoi. Enfin, on dire c'est un jeu plateau. Et donc là, eux, ils vont avoir accès au plan qu'on a vu, et on a vraiment détaillé ça à fond en faisant des secteurs thématiques. Donc, il y a un secteur qui sert à recycler l'oxygène, par exemple. Il y a un secteur pour la production de nourriture. Et donc, eux, ils vont devoir gérer en fait tous ces secteurs avec les ressources qu'ils ont. Et ils ont chacun leurs propres ressources. Il y a un groupe qui gère les pompiers, par exemple. Voilà, donc s'il y a un incendie, c'est eux. Il n'y a que eux qui peuvent éteindre l'incendie. Enfin, voilà, il y a des médecins. Voilà. Et ils doivent se coordonner et déployer correctement, le plus intelligemment possible, en communiquant au groupe qui doit après dispatcher les infos, qui s'appelle IMR. Les infos importantes pour qu'elles soient connues. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, ça donne vraiment envie. Est-ce qu'on pourra y jouer même si on n'est pas en M2 Management de la santé? Ça pourrait se jouer dans d'autres cadres que de la gestion de crise, je pense. Ça peut être marrant aussi dans une équipe de faire un jeu comme ça. Je pense que ça peut être peut-être en brise-glace, sans tout ce qu'il y a derrière, parce que Pauline, elle a besoin de beaucoup de données pour traiter, parce que il y a une évaluation en fait. Le jeu fait partie de l'évaluation du master, et du coup, elle a besoin de beaucoup de données pour retracer les événements en fait des décisions des joueurs. Et d'ailleurs, dans le jeu sérieux, il y aura carrément une frise chronologique qui se fera automatiquement, et toutes les décisions des joueurs sera mise dans une frise comme ça qu'elle pourra parcourir. D'accord, qui En fera un rapport à la fin. 2047, dans le jeu sera fini. Ce que l'enseignante évalue, c'est la compétence de management en situation extrême. Ouais. Et donc, elle a besoin de l'ensemble de ces données de décision, d'organisation, de planification via la rédaction du manuel de gestion de crise pour justement évaluer ses étudiants, car le livrable, et je me rappelle plus si on l'a dit au départ, mais ce livrable-là sert à l'évaluation des étudiants. Ouais, ils font leur manuel de gestion de crise, et après ils le confrontent à une simulation. Ce qui est la situation réelle. En fait, c'était sa commande à la base de dire, moi j'ai mon cours que je fais classiquement avec mes étudiants sur des vraies crises qui arrivent. Nous donner l'exemple alors c'est des méga crises. C'était le camion-citerne qui arrive au carnaval de Granville, ça explose, et en plus il y a une coupure du courant à l'hôpital du coin de Granville. On est obligé de les emmener à Avranches ou à Caen. Et normalement, les plans hors sec, les organisations des secours, tout est écrit avant. Et si c'est bien écrit, il n'y a plus qu'à suivre. Et on n'a pas justement, on perd pas de temps à inventer des réponses. Et le jeu ici visait, je pense, à s'extraire un petit peu du côté un petit peu mortifère, de se dire bon bah vous avez bien joué, il n'y a que 5 morts. Bon, bah, c'est difficile. Des fois, on a des soignants qui, des fois, refusent même le principe d'avoir des fatalités, des décès dans un jeu. Ça peut s'entendre.
Et c'est pour ça que là, on lui avait proposé quelque chose, et faut saluer, parce que nous, systématiquement, quand on a ces propositions-là, donc là ici d'une scénarisation pédagogique par le jeu, on va au bout de l'idée de jeu. Et donc, il y a un déplacement dans un univers fictionnel, et de se dire, ok, on va pas faire quelque chose qui se passe dans une ville, dans notre monde, avec des humains, et ça peut être avec des fourmis, avec des lapins, dans l'espace, avec... Et quand je dis ça, l'autre jour j'ai dit ça d'ailleurs, et j'étais avec des biologistes et ils m'ont dit, ouais mais monsieur, des fourmis qui meurent, vous vous rendez compte? Bon, d'accord. Effectivement, ça peut être aussi... Peut-être que des informaticiens Alors, on s'est diront, éloigné, un mais- cluster On s'est éloigné, mais pas tant que ça. Mais on s'est éloigné quand même du cadre réel pour. On a des Bah, contextes. et puis après, dans le débriefing, elle peut y revenir en disant, ok, Puis le modèle de la fourmi, si je me trompe pas, on l'avait un peu éprouvé puisqu'on cherchait à mettre en avant la verticalité justement des décisions et non l'horizontalité. Et donc avec le modèle des fourmis, c'était pas mal. Mm. Mais bon, voilà. On Après, avait eu trois à la fin de la Game Jam, on avait trois propositions de jeu. On en a pris une et on a fusionné un peu avec les on a autres. un peu pris la tienne d'ailleurs, je peux me souvenir. C'est bizarre. C'est surprenant. Dernière question, où est-ce qu'on en est dans la création du jeu? Alors, donc ce que je disais, c'est qu'on développe la version informatique en ce moment pour la proposer en 2025. Ok. Il y a beaucoup de travail. Bah, il y a beaucoup de travail et puis pour le coup sur la partie développement, il n'y a que toi qui Ouais, peut voilà. développer. Enfin, c'est logique. Ça prend du Ouais. temps. Et comme on a vu au niveau du calendrier, ça va être compliqué, on a proposé cette version alternative, mais qui a super bien fonctionné. Enfin, là, quand on l'a fait, on a déjà fait une fois, on va le refaire au mois de mars. Là. Ils ont adoré les étudiants jouer à ça et ça les a enchantés. Même si, bon, ça c'est pas très bien fini, Mais ça, c'est dans intéressant. la simulation. C'est très intéressant enfin, tout le reste l'était tout autant. Là, maintenant, Mais là, alors là, il y a un intérêt. Non, mais c'est fréquent que des enseignants sur des jeux coopératifs cherchent à faire en sorte qu'ils gagnent ou que ça se finisse bien. Mm. Et ça, c'est parfois un problème d'avoir cette pensée-là parce que justement, le jeu permet d'avoir de l'échec, enfin, ou plus exactement de l'erreur, sur laquelle on va pouvoir capitaliser. Et c'est pas grave que le jeu, on passe notre temps à perdre dans un jeu, encore plus dans les jeux vidéo. Si j'ai joué à Very Little Nightmares, aussi un petit jeu de téléphone qui est rigolo parce que quand il meurt, le personnage, j'en parlerai peut-être, on prend du plaisir à le faire mourir parce qu'il revient tout le temps. C'est rigolo parce que de toute façon, le jeu nous invite à le faire. Pour qu'on découvre ce qu'il faut qu'on fasse, de toute façon, il faut qu'on teste. Et puis, généralement, on a une espèce de mort rigolote avec un truc qui tombe dessus. Il se fait attaquer par une petite fille. Enfin, c'est vraiment rigolo. Et donc, ouais, c'est important de ne pas être bloqué, je pense, sur cette idée. Oh là là, ils ont perdu le jeu coopératif. Quand, notamment Alors, sur les on a escape joué games, là-dessus. on le voit assez fréquemment. Une vraie escape room, c'est 20 à 40% de réussite, une bonne salle. Alors que les enseignants, ils cherchent à faire en sorte que, allez, on va leur donner les indices pour qu'ils gagnent, et puis c'est pas grave. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que. Vas-y. Donc ils ont plutôt bien géré la crise, mais à la fin, Pauline, justement pour tester, elle leur a balancé plein de choses horribles pour les éprouver à la toute fin du jeu. Est-ce que vous avez coupé la communication au sein d'une équipe? On a coupé les communications au sein de tout le monde en fait. À la fin, ils étaient face à eux-mêmes. Le groupe Ouais. en fait se gérait tout seul. Mais même le groupe lui-même qui ne Non, communique ça on plus. n'a pas Ouais. été jusqu'à là. Non. Ah, c'est peut-être. C'est Ou lors les contraintes. Je pense au jeu de Vlad Chvátil, Space Alert, Ouais. qui est un jeu coopératif Ouais. assez sympa, où il y a des moments où c'est ça, où on peut plus communiquer avec les autres. C'est En juste fait, pas les repères. Ouais. nous, ça nous pose un souci technique parce qu'on est, en fait, on en avait déjà discuté avec Pauline parce que on les fait rentrer dans des salles de visio. Mm. Et en fait, c'est suppose qu'on coupe la visio, qu'on force à couper la visio, qu'on les éjecte de la salle et qu'on attende qu'ils se reconnectent. Ou alors il faudrait qu'on installe un petit logiciel espion sur leur ordinateur et qu'on prenne le contrôle Et de la leur grosse truc. limite, c'est qu'ils Ouais, peuvent c'est la loi. penser que c'est. Ouais. Oui, non, une autre grosse limite, c'est qu'ils peuvent penser que c'est
ça fait pas partie du jeu en fait, que c'est un bug, Ouais. que c'est déconnecté, après ils vont se plaindre. Eh, mais moi, non. Non. Pas tout à fait comme ça. Je caricature un peu, mais s'il y a un problème technique, il risque de paniquer en plus. Et puis, Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une évaluation. Donc si on les force à se déconnecter sans leur dire, au fait, c'est pour les besoins du jeu, reconnectez-vous, Oui. et ben on les sort du jeu en disant ça. Ouais. Et donc, et déjà, quand on leur a annoncé certains événements dans le jeu, c'était assez intéressant. mais par Réaction. contre, peut-être qu'on peut plutôt passer par des canaux, on en reparlera, mais Ouais. des canaux perso pour donner des instructions ponctuelles à des personnes, aléatoirement au sein d'un groupe. Mm. Pourquoi pas. Bon, ça se réfléchit. Non, mais et puis ça pourrait être un Ouais, jeu il y qu'on a un pourrait truc. faire jouer aussi à des collectivités. Pour que, par Ouais, exemple, ouais, quand carrément, il ouais. va faire -2 et qu'il neige, ils se disent et si on salait le périph' la veille, mais Pas à midi. mais non, pas non. le lendemain. Situation. Je rajoute un dernier truc, c'est qu'ils s'organisent eux-mêmes. En fait, Ok. le groupe, on leur donne un chat vocal, et en fait, après, c'est à eux de se débrouiller. Ils ont leurs ressources, ils savent et après, c'est à eux de s'organiser, de dire, bah toi, tu suis les ressources, toi, tu machin. Ça, c'est aussi vachement intéressant, c'est qu'ils doivent s'organiser dans le groupe, en fait. Donc là, c'est vraiment un exemple parfait de comment un jeu créé par le CEMU peut vraiment permettre de simuler des conditions réelles et donc d'appliquer un enseignement. Et quand la version informatique sortira, je pense que les deux versions seront utilisables. Enfin, Oui. seront, Est-ce qu'on pourrait même le jouer en présentiel en faisant des groupes? Ah ben On le complètement. met dans ouais, une salle et dans des puis salles différentes, carrément. ça marcherait super bien. Donc voilà pour gestion de crise, donc livrable en 2025. C'est le nom définitif? Je suis une petite question. Ben, on Parce que je le trouve pas fou. Ouais, ouais, Si vous avez des bons les noms, noms, c'est pas facile. On rajoute un lot de cadeaux pour les propositions. on a plein de places à faire On gagner. a plein de tasses. Mais le nom est pas définitif. Non. Je pense qu'on trouvera mieux. En fait, c'est le nom du projet actuellement, Ouais, c'est pas le voilà. nom du jeu. Le nom d'ailleurs du parcours de formation, je crois. C'est management en situation Management de en crise, je crois, situation après. extrême. en situation extrême. Alors on va passer à l'état des lieux de ce qu'on a fait finalement en 2023 et de ce qu'on prévoit C'est un bon état des lieux. en 2024. On est content? Ouais, on est Il y avait content. déjà gestion de crise. Oui, parce que qui dit nouvelle année dit lors du bilan. Ah, j'ai des raclette, moi. Mais... Ça dit aussi raclette. Ça aurait pu être mon mot, tiens, c'est pas mal ça. Damien, qu'est-ce qu'on a fait en 2023? Alors plein de choses et donc on les a, On les les a a rangées. listés. On les a listés, on les a rangés. Sur l'année 2023, donc déjà pour la partie essaimage de ce que le Gaming Lab fait, on a noté une dizaine de participations donc à des colloques. Comme on ne va pas tous au même colloque, on note notamment le colloque Isaga à La Rochelle. Je ne vais même pas me risquer à nommer chacune des lettres de Isaga. International Simulation and Gaming Association. Voilà, j'avais international, ça c'est bon. Des journées Ranaclès à Rouen en janvier dernier auxquelles on reparticipe cette année. Demain même, oui, c'est vendredi, demain. Des journées ludopédagogiques, Ranaclès même, pas Rénaclès. Ranaclès. Journée ludopédagogique à Poitiers l'année dernière également. Enfin voilà, ça peut être long, je ne vais pas toutes les avoir, donc on a noté une dizaine de participations à des colloques. 7 prototypages de jeux. Et en faisant la liste, je pense... ça peut se compléter, hein, je l'ai fait succinctement avant ce live, on va assumer le propos, mais donc la première session de gestion de crise, quand on a passé la version, cette version hybride, donc cette première séance c'était pour nous le prototype. Un prototype assez avancé donc du jeu de Pascal Schumann-Bach, Pharmacy's Up, qu'on a déjà présenté lors de live. Prototypage également quasiment fini puisqu'on attend des détails en termes de questions, réponses et feedback sur un jeu de simulation en laboratoire, jeu qui s'appelle Sirène. On prendra le temps à mon avis de le présenter sur ce live, jeu sérieux, jeu vidéo.
Euh, J'ai appelé ça prototypage parce que c'était pas fini l'année dernière, mais la modification donc de la version 2 du jeu Jasper. Mhm. Euh, Mine de rien, la finalisation du prototype de Laboratoria, qu'on a également déjà présenté et qui, lui, a pour but d'être finalisé un peu au long cours pour avoir un jeu encore plus long, puisque l'idée c'était de produire un jeu scénario découverte jouable en 40-45 minutes où on apprend à jouer en jouant. Mais voilà, c'est prototype parce que il est voilà, le but pour nous c'est d'en faire une version encore plus aboutie. L'assemblée des maîtres du jeu. Très joli nom. Donc là c'est toi qui l'avais rajouté, Jérôme, sur la liste. Ouais. Ouais, tu confirmes. Voilà ce que j'avais listé dans C'est un jeu sur les Game Studies. Ok. Ah oui, oui. Oui, en effet. Donc c'est pareil, on prendra le temps de le représenter sur un autre live. Voilà sur la partie quantitative des prototypes. Oui, c'est parce que moi, j'ajoutais en fait aussi les accompagnements à des développements de jeux qui ne sont pas intégralement faits par le Gaming Lab. C'est pour ça que je me disais, la liste est Et courte. courte, mais il y a aussi Ouais. toutes les actions qui sont portées par les enseignants et qu'on suit de façon moins intégrale que sur ces projets où on est vraiment maître d'œuvre complet, genre, je pense. Oui. Orfèvre. Orfèvre. Je sais pas si on les cite, mais il y a Disco Plus aussi. Disco Plus, c'est Il arrivera. il arrivera là, Pour pour le coup, 2024, ouais, ouais. pour 2024. Nelmo est Mais sympa on à dire. prépare nos À indicateurs. chaque fois, j'ai envie de bouger. Euh, Mais oui, en effet. Et puis, en fait, ça fait partie des accompagnements au long cours que l'on a, où on n'a pas forcément un nom de jeu qui est nommé, et donc, à ce titre, prototype, que je n'ai pas listé. Mais le simple fait de rencontrer un ou une enseignante, de gamifier, ludiciser un enseignement pour tout ou partie, ça fait partie du processus au long cours qui n'était pas quantifié là pour préparer ce live, mais en effet, c'est des actions concrètes qu'on met en place, enfin qu'on met en œuvre toute l'année en fait. Euh, Sur la partie formation, donc toujours 2 bootcamps par an, donc nos formations intensives sur 35 heures que l'on accueille dans les locaux, une sur la partie avril-mai et une sur la partie octobre-novembre même. Et puis l'année dernière, un accompagnement assez spécifique de l'école d'ingénieurs Builders for Society, anciennement ESITC, donc école supérieure des ingénieurs des travaux de la construction. Ouais, ça, je l'avais même pas révisé. Et donc on les a accompagnés à la structuration de leur gaming lab, donc qu'ils ont appelé Game Lab. La réalisation de 3 game jams pour 3 jeux différents. Donc on a eu un rôle d'expert sur l'animation et l'évaluation de leur jeu, et c'est un processus qui se suit puisqu'on a encore des choses à voir, et un volet de formation, acculturation au jeu et à la ludopédagogie. Donc ça, c'était un processus sur toute l'année. Et c'est pareil, si vous voulez compléter... Bah, ouais. Non. Non, mais on les a accompagnés sur 3 jeux. 3 jeux sur 3 formats différents en plus. Oui. Il y avait un jeu VR, il y avait un jeu de plateau et un jeu sérieux, si je dis pas de bêtises. Oui, Un jeu VR. C'était le premier. Le jeu VR, Un escape game en réalité augmentée. et Ah puis oui, un en AR. ouais. C'est l'escape game. Voilà. C'est déjà pas mal pour 2023. Ouais, c'est ça. Et plus voilà des temps de game jam. On a toujours le rythme de 2 game sessions par semaine l'année dernière et qu'on prolonge cette année. Transition pour 2024, c'est qu'on a adapté le format de ces game sessions régulières avec, comme on l'avait déjà présenté lors du live de rentrée de septembre, des game sessions dédiées à différentes pratiques, donc qu'elles soient plus courtes ou plus longues, ouvertes à des étudiants. Enfin voilà, on a changé la modalité de ces game sessions.
On peut peut-être dès maintenant faire une publicité Et peut-être notre prochaine game session. donc la game session de la semaine prochaine, donc jeudi 18, est une game session dédiée aux étudiants de l'association, enfin des étudiants Erasmus. Donc on va avoir une trentaine d'étudiants de l'association qui vont venir et pour nous l'exercice va être d'animer cette game session en anglais pour Easy peasy. easy peasy, voilà. Pour justement faciliter l'explication des règles. Donc on va avoir entre 6 et 7 tables de jeu comme ce qu'on essaie de proposer, donc des jeux différents. Et puis, enfin voilà, ça va être un exercice à mon avis qui va être sympa. Est-ce qu'on choisit des jeux tournés vers la communication orale, etc. ou pas forcément? Là pour le coup, il n'y a pas eu de commande spécifique. On a vraiment le choix sur les jeux qu'on propose. On essaie toujours d'avoir des jeux qui soient assez récents, sur des mécaniques et des profils motivationnels de jeu qui soient différentes aussi par rapport à ce que ça propose. Puisque voilà, on a tous une appétence différente et des jeux qui puissent quand même tenir sur le format de 2 heures de jeu, histoire de pas générer de la frustration sur la fin de partie de « Ah, tant pis, on n'a pas le temps ». Donc voilà, c'est notre game session ouverte de la semaine prochaine. Et donc sur 2024, on a identifié déjà plusieurs colloques et plusieurs déplacements professionnels. Alors c'est prévisionnel, mais on avait donc la journée Ranaclès à Rouen, donc demain, pour le coup, qui n'est pas identifiée, qui est certaine. Un déplacement à Lille, à Toulon, donc Lille en février, Toulon en juin. Peut-être un colloque au Danemark, à Aarhus. Très joli. Ouais. C'est pas mon mot. C'est une vraie ville. Peut-être un déplacement à Spiel, le salon de jeu qu'on a à Essen, voilà, en Allemagne. On avait Vichy aussi en septembre, salon professionnel. Puis voilà, ça fait un colloque également en décembre. C'est ce qu'on a commencé à identifier, mais voilà, à vérifier, à planifier, à organiser. Enfin, c'est ce qu'on a commencé à identifier là en janvier. Et puis sur les livrables de l'année, on se donne comme objectif donc de finaliser Pharmacies Up. Donc quand je dis finaliser, c'est voilà, un design complet de la boîte, le livret pédagogique imprimé avec des cartes voilà, qualité ultra propre. Et en plusieurs exemplaires. En 20 000 exemplaires. Non mais voilà, c'est un jeu qui a déjà été, enfin suite à la présentation d'ailleurs sur un live du Gaming Lab, c'est un jeu qui nous a été demandé en fait par d'autres établissements, Oui, de mon côté aussi. par Il plusieurs les demande. par plusieurs enseignants de l'université. Donc il va falloir qu'on édite plusieurs boîtes pour répondre à cette demande et fournir une version print and play sur le site du CEMU. Et puis, alors je te laisse peut-être finir. Ouais. Non, Et puis peut-être c'est une discussion. sur ce jeu-là, je pense qu'il y a suffisamment de matière et de recul aussi pour pouvoir et de récits pour pouvoir aussi envisager une publication, à mon avis, avec voilà, côté enseignant, côté recherche, côté gaming lab. Donc ici, c'est à mon avis, ce serait un beau cas d'application d'adossement recherche. Ouais. Parce que là, il est, comme je disais, on est sur la version prototype, mais de ce fait, il est joué déjà actuellement. Donc, l'enseignant commence déjà à récupérer des données justement de cette utilisation et mesurer l'appréciation de ce jeu par ses étudiantes, la montée en compétences de ses étudiants. Donc voilà, l'idée, c'est de faire peut-être quelque chose de tout ça. Et puis la finalisation d'un jeu qui s'appelle Totems Master, un jeu de remédiation en anglais. Finaliser donc le jeu Sirène, le jeu sérieux en prévention des risques en laboratoire. Finaliser la mise à jour donc des jeux vidéo, qualité de vie au travail, le métier de fusion et Jasper. Donc ça c'est un processus à faire également sur l'année. Et puis prototyper le jeu de gestion de conflit, donc pas gestion de crise, de gestion de conflit,
qui n'a pas encore de nom également. Donc, de nouveau, une table d'élo pour la personne qui trouve le nom de ce jeu. Mais voilà, on a un prototypage à faire. Alors, j'en oublie peut-être, mais je pense avoir fait le tour. Peut-être de manière plus générale que nos actions s'inscrivent dans le cadre notamment d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Émergence, donc pratique émergente en pédagogie, et notre Gaming Lab bénéficie du soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la DGSIP plus exactement, et donc à travers le projet Loop, portail de promotion de la ludopédagogie. Et donc ce projet qui avait commencé en 2022 va se clore aussi sur cette année. Donc on va avoir la joie qui n'est pas forcément commune à tous les dispositifs de pouvoir le prolonger, enfin de prolonger en fait les actions indépendamment, j'ai envie de dire, de ce coup de pouce de financement et de ce soutien qu'on avait eu initialement par le ministère. Donc c'est intéressant parce que on cherche à s'articuler avec les autres universités, avec les réseaux professionnels. On cherche aussi à réfléchir à un modèle économique. Gaming Lab, c'est des familles de services qui n'existaient pas. Il n'y a pas d'enveloppe dédiée dans les universités, et a priori, comme on peut l'avoir pour un service documentaire ou pour le service voilà, de l'information. Ou même un service de pédagogie, des fois, maintenant on commence à avoir des enveloppes qui sont très fléchées. Donc on a dû un petit peu aller chercher de l'amorçage, et maintenant on a une équipe qui est stabilisée, qui est pérennisée, et on a même une inscription dans le projet d'établissement, donc ce qui est une source de très grande joie en ce début d'année, de se dire que même si le projet se termine en 2024, c'est pas pour autant que tout s'effondre par rapport à ce qu'on a construit, bien au contraire. Oui, c'est valorisant. Oui. On voit bien avec tout ce que tu as cité à quel point c'est vivant. Et puis là, c'est l'état des lieux en janvier. Enfin, Voilà. si on fait cet état des lieux en mai, il sera de nouveau encore plus grand, en fait. Vous voulez ajouter quelque chose, Benoît, Nicolas, sur les projets en cours? Non. Bah, sur la partie formation et accompagnement, enfin, il y en a pour quelques secondes, mais de nouveau, on repropose donc 2 bootcamps sur l'année à venir, et il nous reste encore quelques places pour le bootcamp du premier semestre. 13 au 17 mai Second semestre, pardon, 13 au 17, oui. Donc, le lien d'inscription qui est sur Voilà, notre internet. on peut même remettre le lien d'inscription Dans la description, dans la description du live. Et puis, le projet Digital FCU, pour lequel on a donc deux micro-certifications associées à la ludopédagogie et la construction d'un parcours d'ingénieur ludopédagogique. C'est un parcours de formation chargé d'ingénierie. Chargé de ludopédagogie, et je pense que ça sera voilà, et ça vise plutôt l'ingénieur ludopédagogique, et sous une forme très certainement diplômante en DIU. Donc tout ça se construit à l'heure à laquelle on vous parle. C'est beau ça. Voilà pour les indicateurs. C'est assez réjouissant tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ces différents projets, à nous les faire parvenir. Peut-être ça a été dit comme ça, il y aura peut-être un colloque en décembre, mais c'est intéressant parce que je pense que tu te demandais si il y avait le droit de le dire ou pas. En fait, c'est très frais, et pour le coup, je ne savais pas dans quelle mesure fallait s'avancer, donc c'était sûrement donc, un colloque en décembre. Et donc on fera un Save the Date officiel, mais les 5 et 6 décembre, il y aura comment dire, 2 journées scientifiques sur la ludopédagogie qui sont organisées à l'université de Caen Normandie, avec le soutien et le partenariat du ministère, donc un peu sur le modèle de ce qui s'était passé dans les journées ESN à Lyon en 2021 déjà. Et donc une journée scientifique pour pouvoir discuter, échanger, et voilà, et puis rassembler aussi toutes les initiatives qui sont vraiment très nombreuses dans toutes les universités. C'est assez enthousiasmant pour des gens qui ont un peu d'âge et qui ont vu la façon dont un sujet qui était plutôt, on a une hostilité forte, là on a plutôt des alignements de planètes, et donc on va avoir ce temps fort. C'est pareil, on reparlera un peu régulièrement pour tous les appels à contribution, les inscriptions. Ouais.
Mais voilà, donc 5-6 décembre à Caen. Et puis on s'était posé la question de la période. L'idée, c'était de ne pas faire coïncider la tenue du colloque pendant les Jeux Olympiques, etc. cette année, parce qu'on est en 2024, donc il fallait faire un peu attention. Il ne pouvait y avoir qu'un seul gros événement Voilà, en c'est ça. France. Il sera à Caen. Voilà, c'est ça. Le colloque en décembre. Très bien, merci. On passe au dernier moment de ce live avec donc Jérôme Ribagès qui va nous faire une petite revue de littérature. C'est gentil. Merci Florine Le Marchand. Oui, alors c'est une petite revue. Alors j'aime bien revenir avec mes bouquins. Et je salue Arthur qui a pris ce très bon réflexe parce que notre pratique ludopédagogique, elle s'appuie pas sur du vent, elle s'appuie sur des travaux de chercheurs, elle s'appuie sur de la science. Elle n'est pas qu'intuitive. Donc la ludopédagogie, c'est pas juste des enseignants qui se disent ah tiens je vais faire ça parce que c'est pas du tout c'est pas quelque chose qu'on sent. Voilà, c'est quelque chose, comme pour toutes les pédagogies, pédagogie active en particulier, qu'on documente et qu'on expérimente. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller faire des veilles. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je vais vous parler de deux découvertes ou deux éléments voilà, que je trouvais ça intéressant à présenter par rapport à ce que j'ai pu lire cet hiver. Je vais commencer par le premier. Donc, un ouvrage. Donc, je ne sais pas si ça se voit si je fais ça. Dans le Mais sens. si. Allez, comme ça pour que ça marche mieux. C'est ça. Donc, c'est un ouvrage écrit par Gordon Kaleja, qui s'appelle Unboxed, Board Game Experience and Design. Donc, vous aurez les références qui est sorti, je crois, au MIT Press. Ouais. J'étais plus tout à fait sûr. Et donc, c'est un auteur qui est intéressant, Gordon Kaleja, dans la mesure où c'est à la fois un enseignant-chercheur en université, et aussi il a une grosse expérience d'édition de jeux et de conception de jeux. Il a ces deux casquettes. C'était un auteur dont c'est Olivier Caïra dans ses articles qui me l'avait fait découvrir quelque part parce qu'il propose beaucoup de modèles d'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage par rapport au jeu. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup par rapport à son travail et à son ouvrage, c'est qu'il se spécialise très très largement, voire exclusivement sur les jeux analogiques, sur les jeux de société, sur les jeux de plateau. Alors je m'étais écrit un petit texte parce qu'on m'a dit des fois tu pars dans tous les sens, on n'arrive pas à gérer le timing, on perd l'audience. Et puis après, en lisant tout à l'heure vite fait, je me suis dit, en plus c'est complètement finalement c'est un peu un torchon ce que j'ai là, c'est pas finalement intéressant. Je vais vous en parler comme ça avec mes propres mots parce que je suis déjà plus d'accord avec ce que j'avais écrit. Ce qui m'intéresse avec son article, son livre, son ouvrage, c'est qu'il va essayer de comprendre comment on en vient à créer des jeux. Qu'est-ce qui amène à la création d'un jeu de société. Et pour ce faire, il a une démarche intéressante qui s'appuie à la fois sur son expérience, mais aussi il va énormément s'appuyer dans tout son ouvrage sur des entretiens qu'il a eus avec une trentaine d'experts, donc du game design, donc c'est-à-dire des concepteurs de jeux. Il interroge Richard Borg, il interroge Antoine Boza, il interroge Vital Lacerda, il interroge Geoffrey Engelstein, il interroge donc des acteurs qui sont soit des auteurs de jeux, soit des critiques de jeux. Et donc on a des retranscriptions de cela dans son ouvrage. Et donc on a cet élément très terrain qui est intéressant. Et donc il déroule une lecture de la façon dont se construisent les jeux de société. Avec tout d'abord un constat qui est que l'effervescence qu'il y a autour des jeux de société, des jeux de plateau, il y a peut-être un âge d'or qui se vit actuellement. Il le décrypte comme une espèce de réponse, et je m'en excuse auprès des aficionados des jeux vidéo, comme une réponse aussi à l'hyperconnectivité numérique qui fait qu'on a besoin d'avoir du contact social en présence, et c'est c'est un petit peu ce qui va unifier tous ces jeux-là. Et c'est peut-être seulement ça qui unifie tous les jeux, et c'est l'un de ces points qu'il va mettre en avant.
dans la mesure où pour lui, l'acte de concevoir un jeu est, pour le jeu, le jeu analogique, beaucoup plus personnel et individuel, et donc de son point de vue presque artistique, que pour un jeu vidéo où en fait on a des équipes beaucoup plus larges. Donc de son point de vue, on a davantage face à une œuvre qui peut être rattachée à un individu, auteur, même si après des fois on a un couple avec l'illustrateur ou illustratrice, mais ici il y a quelque chose il parle beaucoup plus de la diversité qui existe dans les jeux et qui est peut-être consubstantielle à l'acte de créer des jeux de société où on est moins de limitations techniques finalement que pour le jeu vidéo, et qu'il y a un processus créatif qui amène à une énorme diversité. Et cette diversité, eh bien, il l'étudie de façon assez méthodique dans son ouvrage. Alors, pour nous, Européens ou Français, où on a été élevés par notre système avec des plans en 3 parties, on est des fois dérouté d'arriver avec des plans en 9 parties, sans forcément problématique, ni d'ailleurs chapitrage efficace. Mais donc dans son ouvrage, il y a malgré tout une méthode qui émerge, et donc il identifie la façon dont on peut construire des expériences ludiques. Et donc il a 9 chapitres autour de la nature du jeu, l'attention qu'on va essayer de susciter dans le jeu. Il y a des jeux où il faut que les gens soient très attentifs, d'autres où au contraire il faut qu'ils aient un type d'attention peut-être voilà, plus volatile. Le rôle des règles, ce qu'il appelle la socialité. Sociality, je ne sais pas trop comment traduire ça, la dimension de l'imagination, du récit, la matérialité du jeu lui-même, qui est aussi importante dans l'expérience qui se construit, et puis de manière générale, l'immersion. Donc c'est un jeu, c'est un ouvrage vraiment que je conseille à tous les game designers professionnels. Et aussi toutes les personnes qui peuvent être intéressées, parce que ça se lit assez bien. Il y a vraiment beaucoup d'illustrations. Alors il a peut-être gagné à être en couleur, parce que voilà, X-Wing en noir et blanc. Non, si c'est pas Gloomhaven que je viens de voir passer, qui était voilà. Donc les jeux, voilà, King of Tokyo, parce que je crois qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi. Donc Rainer Knizia, Koreiko Knizia. Donc il y a plein d'auteurs qui sont interrogés. Ça se lit assez vite. Et surtout, ça permet de pouvoir structurer par la suite un acte de création pour soi-même. Lecture essentielle. Eh bien, je vais vous le prêter, mon cher Nicolas. J'enchaîne. Vas-y. Et j'enchaîne, parce qu'en plus on approche de la minute nécessaire. Alors l'autre ouvrage, c'est un article, c'est en français. Il est beaucoup plus accessible parce que vous pouvez l'obtenir dans Kern. C'est un article qui s'appelle L'apprentissage expérientiel par le jeu pour l'acquisition des connaissances théoriques et managériales. Alors, c'était presque fait exprès finalement de dire pour l'acquisition des compétences et pas des connaissances. Donc ça, c'est un article qui a été publié dans la revue Recherche en sciences de gestion par Philippe Lépinard. Donc Philippe Lépinard, c'est une des personnes qui fait la ludopédagogie en France actuellement. Donc il est extrêmement actif depuis une demi-douzaine d'années. Je ne sais pas trop comment dire ça, depuis 6 ans sinon. Ce sera peut-être moins... Et donc, dans cet article, il synthétise une expérimentation qui a été menée sur 6 ans, d'ailleurs, je crois, donc, en sciences de gestion, tout particulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a établi une méthodologie très, très cadrée, et donc c'est ce qu'il décrit dans son article, qui est initié par un questionnement de fond. Est-ce que c'est efficace ou pas ? Et qu'est-ce qui est efficace et jusqu'à quel point c'est efficace. Donc c'est l'avantage des collègues qui sont en sciences de gestion, ils ont des outils, ils ont une culture aussi de l'évaluation. Donc par rapport à la question des jeux, peut-être partant d'une intuition de se dire il y a quelque chose qui existe derrière. Donc Philippe, avant d'être enseignant-chercheur à l'IAE, il était pilote d'hélicoptère dans l'armée. Donc il a un parcours un peu atypique, et ce qui fait qu'il arrive aussi avec des idées qui sont originales et pour autant très documentées et très structurées. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai hésité à vous reprendre, enfin pas vous reprendre, à rebondir sur vous, parce que ce que vous étiez en train d'écrire pour le jeu gestion des crises, et vous étiez en train de parler de ce que lui il appelle la double scénarisation. Donc,
Il mobilise des jeux et des jeux qui sont des jeux du commerce ou des jeux qui existent. Là, dans l'article, il parle de Conquer and Conquest, Command and Conquest, Command and Conquer, j'y vais arriver, CNC, voilà, Antique, Ancient, et donc il reprend des grandes batailles, et je crois qu'il travaille sur une opposition entre Carthage et Rome, et il a utilisé aussi Minetest, qui est une version libre de Minecraft, donc un jeu vidéo et un wargame. Donc il prend des jeux et il fait jouer aux jeux tels quels. Et donc il parle de double scénarisation parce qu'il y a un scénario pédagogique à écrire avec des objectifs et puis la façon dont ça va s'inscrire dans la séquence pédagogique. Et il y a aussi la scénarisation ludique où ici on raconte, il y a une histoire, il va se passer des choses et on joue à quelque chose vraiment. Donc, et quand on pense jeu, il faut avoir cette double pensée de la vraiment dimension pédagogique et aussi de la dimension vraiment ludique. Donc, il développe ces propos-là et puis il a une méthodologie qui repose qui reprend les principes de David Kolb de l'apprentissage expérientiel. Donc, sur le fait de faire vivre des expériences sensibles, intégrales, les plus libres et authentiques possibles, pour ensuite avoir des phases de débriefing qui sont très construites, très structurées, pour pouvoir identifier ce qui a été appris. Et c'est pour ça que là, il marquait l'acquisition de connaissances, mais en termes de compétences. Et aussi en termes de représentation. Il s'interroge aussi sur la façon dont on peut percevoir telle ou telle matière. Voilà, je ne sais pas ce qu'un étudiant en sciences de gestion peut avoir comme représentation de telle ou telle matière, mais j'imagine que comme partout, il y en a qui aiment un peu moins, je ne sais pas, la comptabilité, ça marche toujours, les statistiques, ou je ne sais pas, tel ou tel point de management ou de gestion de projet. Bah ici, voilà, c'est sur ces éléments-là, donc de voir aussi si les représentations changent. Et ce qui est intéressant, et c'est surtout ça qui est fondateur avec l'article de Philippe, mais même ça rejoint ce qu'il écrit, je pense, depuis 2021, c'est qu'on a, et peut-être pour la première fois, la démonstration que ça marche. Parce qu'en fait, c'est-à-dire pour l'acquisition de compétences, je parle, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de choses qui étaient documentées sur l'acquisition, enfin sur l'engagement et la motivation. Ça, il y a une littérature qui est fleuve pour pouvoir le démontrer. Par contre, des écrits qui établissent que jouer à un jeu dans certaines conditions, j'insiste bien sur dans certaines conditions, aboutit à du développement de compétences, et il a utilisé la méthode de Kirkpatrick d'une évaluation en 360 pour voir aussi, pas simplement voilà, l'étudiant, mais tout l'écosystème de l'étudiant, et y compris quand il n'est plus en formation, donc avec un ancrage lointain. Ici, il y a indubitablement un effet positif du jeu sur l'acquisition des compétences et aussi sur le changement de représentation de soi et du rapport aux autres et du rapport aussi au sujet. Donc, c'est une référence, à mon avis. Si l'autre, c'est une lecture que je trouve vraiment intéressante. Ça, c'est une référence, à mon avis, très précieuse pour quiconque veut pouvoir dire ok, moi, dans mon petit coin, j'ai l'impression que ça va bien. J'ai 2-3 chiffres qui me le prouvent. Là, ici, on a une étude perlée qui sur 6 années avec des conditions donc c'était les mêmes jeux qui étaient rejoués sous les mêmes conditions avec le même dispositif, donc on a quelque chose qui est très sérieux. Donc top. L'apprentissage expérientiel par le jeu. Philippe Épinard. Merci. Merci. Regardez si c'était bon, si les références avaient été Oui, et puis on les remettra donc dans le replay qui se trouvera sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen. Donc vous aurez à chaque fois les références des articles, le lien d'inscription au bootcamp, comme d'habitude. Merci à tous. On va clore ce live en vous demandant si vous avez réussi à placer vos mots. Jamais. Ouais. Moi, sans souci. Ouais. Moi aussi. Ouais. Et Benoît. Oui. Magnifiquement, Benoît, d'ailleurs. Donc, alors on n'a pas d'hypothèse faite pour le moment. Qui a trouvé celui des autres? Moi, j'ai trouvé celui de Benoît parce que c'est moi qui lui ai proposé. Moi, j'ai trouvé les vôtres parce que c'est moi qui vous les ai proposés. Et moi, je pense que j'ai trouvé le tien. Vas-y. Je pense que c'était fromage. Non, c'est pas loin, mais c'est Jérôme qui a dit C'est fromage. raclette. Moi, j'ai dit camembert. Ah oui. Bon, c'est pas J'ai loin. noté fromage, je pensais camembert. Et moi, toi C'est des torchons. Ah, je le savais. J'ai pas eu le temps. Pardon. Et vous? Damien, Ouais. je sais pas. Moi, je devais dire permafrost. Permafrost. Ah bah si, c'est pas Avec mal. ton jeu.
J'ai hésité, Frosthaven ouais. Permafrosthaven. Ça ressemble à Ouais, Permafrost, je c'est suis un moyen nul moins à ces technique. jeux-là, Hop. j'arrive pas à passer. Damien, tu devais placer. Moi, c'était Jeux Olympiques. Oh, bien joué. Ouais. était Et très j'ai bien cru que j'allais inspiré. passer à côté. Bien, bien tenté. Et moi, c'était Premier ministre. Ouais. Joli. Pas mal. Moi, j'ai pas du tout. Et si, et c'était avec Shogun. le Avec, shogun le qui était. shogun. Alors que Oui, c'est plutôt un général, mais, c'est mais ça. bon. Faut connaître le Japon féodal. Ouais, bravo C'est en que tout je cas sais de les avoir placés. Merci Encore une Florian. fois, merci merci à vous dans le public et merci Lucie et Arthur en régie également. On se retrouve donc comme d'habitude dans 3 semaines pour le prochain live. On vous rappelle aussi la game session pour les étudiants Erasmus de jeudi 18. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne semaine à tous. Merci. Bonne journée à vous. À bientôt. À bientôt. Ah ouais. Et c'est là où on aura le bouton.